la société Anka et qui est membre donc du board de l'ARE. Donc Camille, je te passe le micro et puis merci beaucoup. Un, deux, un, deux. Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence cette session? Alors, on va mettre un petit peu plus d'enthousiasme dans les réponses. On va essayer d'animer un petit peu cette discussion. On est là pour parler du Burundi aujourd'hui. Soyons efficaces, motivés, enjaillés, comme on dit. Est-ce que vous allez bien? Oui, merci. Ok, je vous remercie d'être présent. Je vais juste rappeler le sujet de cette session, qui concerne les opportunités d'investissement et de projets au Burundi. On a un panel très intéressant composé de membres du secteur privé, du secteur public. Et sans plus tarder, puisqu'on a un temps à respecter, donc on va essayer d'être efficace, d'être concis, d'être frappant dans les interventions. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Selemani Kamissi, qui est le secrétaire permanent au ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, si je ne me trompe pas. Voilà, je vais le laisser faire une petite intervention pour introduire le sujet et le panel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et moi, je réponds au nom de Selemani Kamissi. Je suis secrétaire permanent au ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines au Burundi. Et je tiens tout d'abord au nom de son Excellence, Monsieur le ministre, adresser mes sincères remerciements à l'Association des énergies renouvelables, JET-Invest, pour nous avoir associés au forum. Et je tiens aussi également à remercier l'Union européenne, la Banque mondiale, pour leurs appuis dans le secteur de l'énergie et tous nos partenaires, puisque les partenaires sont multiples, mais l'appui quand même de l'Union européenne, de la Banque mondiale, c'est très consistamment dans le secteur de l'énergie. Et puis, avant même de commencer notre présentation, puisque la présentation sera faite par le directeur des énergies renouvelables et efficacité énergétique, permettez-moi d'abord de vous présenter, puisque nous sommes venus avec une grande délégation. Nous avons ici Monsieur le directeur général de la Régie de production de l'eau et de l'électricité, la Régie des eaux. Monsieur le DG, c'est docteur ingénieur Major Albert, vous pouvez saluer. Et nous sommes aussi avec le directeur général de l'Agence burundaise d'électrification REAL, Monsieur Eric, vous pouvez vous lever pour saluer les gens. Et nous sommes aussi avec le coordinateur du projet Soleil Nyakiriza. C'est un grand projet solaire financé à hauteur de 100 millions de dollars. D'ailleurs, c'est le grand projet financé par la Banque mondiale. Monsieur Vincent, vous pouvez saluer les gens. Et nous sommes avec le directeur des énergies renouvelables et efficacité énergétique, Monsieur Willy, qui va faire la présentation sur les opportunités au Burundi. Et nous sommes aussi venus avec Dona, puisqu'il y a aussi des partenaires privés, du secteur privé qui nous ont accompagnés. Monsieur Dona de Virunga, vous pouvez aussi saluer les gens. Nous sommes aussi avec Sokomadi et Monsieur Brice, avec qui on travaille ensemble. Je ne sais pas s'il est là, il peut se présenter. Et nous sommes aussi avec tous les Burundais, puisque je ne peux pas les citer, tous ils sont nombreux, et peut-être vous pouvez se lever pour saluer les gens. Et nous avons aussi notre sœur amie du Burundi, Rina,
de Singapour, île Maurice, elle peut aussi saluer. Voilà, donc c'était tout juste pour la présentation. Et je tiens aussi à vous informer, peut-être avant la présentation, qu'au Burundi, nous sommes en train de travailler avec l'Association des énergies renouvelables et en collaboration avec Jet Invest et l'Association burundaise des énergies renouvelables pour préparer une journée dédiée aux énergies renouvelables au mois d'octobre. Ce sera entre les 2 journées, le 4 et le 5, où vous êtes tous invités à prendre part à cette grande activité. Ce sera la première au Burundi, une journée nationale dédiée aux énergies renouvelables et qui sera aussi financée par la délégation de l'Union européenne. C'est pourquoi je tiens encore une fois à remercier l'Union européenne pour la bonne collaboration. Et sans beaucoup tarder, nous allons passer à la présentation sur les opportunités au Burundi. Je voudrais appeler Monsieur Willy, le directeur des énergies renouvelables et efficacité énergétique. C'est une direction qui est logée dans la Direction générale de l'énergie. Et pour nous faire une petite présentation, s'il y aura des questions à répondre, il est là et les autres sont là peut-être pour répondre. À vous la parole, monsieur Willy. Venez ici, venez ici. Merci beaucoup de m'accorder la parole, monsieur le secrétaire permanent et madame Camille, la modératrice. Je vais juste, merci beaucoup monsieur Soleimani, merci beaucoup pour cette introduction très intéressante et très claire. Je vais juste rappeler pour qu'on soit bien efficace, qu'on a une présentation là qui va durer environ 10 minutes, voilà, qui va être faite par monsieur Willy, à qui je vais laisser la parole. On compte sur vous pour bien respecter ce tempo, voilà, pour qu'on ait aussi l'occasion et le temps suffisamment de pouvoir aborder les sujets de fond, les questions-réponses avec l'audience et entre nous pour vraiment pouvoir discuter sur les opportunités concrètes. Merci. À vous la parole. Beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste vous présenter les 3 points qu'on va discuter avec vous. On va commencer par une petite introduction et des opportunités concrètes du secteur des énergies renouvelables au Burundi et aussi parler du cadre réglementaire de notre pays. Une petite introduction, le Burundi possède un gisement hydroélectrique qui est évalué à 1700 MW, dont 300 MW sont exploitables techniquement et économiquement. Donc, si vous investissez sur 300 MW, vous allez récupérer l'investissement sur une petite échelle. Et nous avons également recensé 161 sites potentiels hydro. Et du côté solaire, le Burundi est bien placé et nous avons annuellement la moyenne de 2000 kWh par mètre carré par an. Donc, c'est très intéressant si on essaie de comparer avec les données des pays qui sont aux environs de la mer Méditerranée. Et du côté géothermie, il n'y a pas de projet à projeter. Selon les études, nous avons une petite température qui est en dessous de 70 degrés Celsius. C'est très petit pour développer une centrale à base de la géothermie à l'échelle industrielle. Et selon les études également, on ne peut pas développer une centrale éolienne parce que la vitesse du vent n'est pas suffisante pour développer une centrale éolienne au Burundi. Mais par contre, du côté de la biomasse, nous avons un gisement qui est très important, qu'on peut développer une centrale à base de la biomasse. Au Burundi, nous avons déjà réalisé des projets dans le secteur des énergies renouvelables. Comme vous le voyez, on a essayé de distinguer. Dans le solaire, nous avons déjà des centrales solaires qui totalisent 8 MW crête. Et du côté hydro, nous avons 34 MW crête. Et je vous informe que nous importons environ 16 MW à partir de la RDC. Et nous avons aussi également une centrale thermique de 30 MW. Au total, nous avons une puissance qui est installée qui avoisine à 90.
Et, et juste pour information, nous avons des projets en cours d'exécution d'ici 2025 qui seront terminés. Je commence par le dernier. Nous avons lancé les travaux les procédures pour construire une ligne qui va transporter 200 MW en provenance de la centrale de Renaissance en Éthiopie. Et nous avons aussi des centrales hydro qui sont en cours d'exécution, le Sumo Force, Jijimurembwe, Mhanda, Kabu 16 et le Zivazi. Et en tout, si on essaie de regarder sur le diaporama, en tout, du côté hydro, nous espérons avoir 318 mégawatts d'ici 3 à 4 ans au Burundi. Et côté solaire, nous espérons avoir 18,5 mégawatts crête. Donc, pour les projets qui sont en cours d'exécution d'ici 4 ans ou 3 ans. Avec cette puissance, c'est pas suffisant parce que avec le plan directeur de développement du secteur de l'électricité, on envisage avoir une puissance de 1000 MW. Donc, nous avons un gap de 500 MW à remplir pour satisfaire notre demande au Burundi. Donc, c'est pourquoi j'interpelle les intervenants à cette audience de faire des investissements au Burundi. Nous avons des opportunités dans différents secteurs, notamment le secteur de l'urbanisation, le secteur industriel, le secteur de transport. Vous savez que nous avons un projet de construction de chemin de fer qu'on partage avec la République de la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Et ce chemin de fer aura besoin de l'énergie. Et nous avons aussi également dans le secteur de la pêche, l'agriculture, la santé, l'éducation et le tourisme. Ce sont des secteurs qui ont besoin de l'électricité pour se développer, se lancer. Donc là, nous avons des opportunités au Burundi. Nous avons aussi des idées de projets qu'on aimerait développer d'ici 2027, notamment l'axe qui concerne la révision et la réhabilitation des centrales qui sont existantes. Et aussi, nous avons une idée de projet pour aménager des centrales hydroélectriques au niveau national et régional. Nous avons également une idée de projet pour les centrales solaires et installations solaires sur les sites isolés. D'abord, les centrales solaires pour être interconnectées, s'il est bien dimensionné, et aussi pour des villages qui sont très éloignés des infrastructures nationales ou interconnectées, où on veut développer des mini-grids solaires ou bien des microcentrales hydro. Et nous avons également des projets pour la carbonisation du bois et aussi le développement des foyers améliorés. Là, j'entre dans le secteur de la biomasse. Et nous avons aussi des idées de projets pour la recherche et le développement des énergies renouvelables. Vous savez que le terme d'actualité, c'est l'hydrogène pour remplacer l'énergie fossile ou bien thermique. Dans le secteur aussi de l'énergie, nous avons besoin de renforcement. J'ai vu que vous avez, depuis hier, il y avait des agences qui soutiennent le renforcement des capacités. Si on n'a pas un capital humain qui est professionnel et qui savent la technologie dans le secteur de l'énergie, un pays ne peut pas se développer. Tout ça, ce sont des idées de projets qu'on a mis en avant dans le plan de développement 2018-2027 pour que notre pays puisse avoir un taux d'accès qui avoisine à 100%, donc à l'énergie. Le Burundi est ouvert, donc nous avons mis un cadre réglementaire. Tout ça, c'est une liste de lois qui permettent aux investisseurs étrangers, privés, nationaux de venir au Burundi pour travailler avec le Burundi, le gouvernement du Burundi, pour développer le secteur de l'énergie. Avec ce cadre, nous avons aussi des textes d'application qui aident les investisseurs privés
donc à vendre, à produire, à vendre de l'énergie sur le territoire du Burundi, ou bien à importer l'énergie à partir d'un pays voisin pour le vendre ici au Burundi. Tout en sachant que l'énergie est moteur de développement, tant sur tout le plan social, économique, etc. Et que nous avons un taux d'électrification qui est très bas. Si on essaie de comparer avec ceux des pays subsahariens, on est environ à 11%. Et c'est très bas. Donc, et vous voyez qu'avec ces projets qui sont en cours d'exécution, qui totalisent 300 MW en cours, et vous voyez que nous aurons besoin de développement des projets pour la construction des infrastructures pour transporter et distribuer l'énergie à travers toutes les provinces du Burundi. Donc, c'est une autre opportunité que je lance pour l'Union européenne et la Banque mondiale qui ont un lien très actif avec le gouvernement du Burundi pour nous appuyer pour développer les infrastructures de distribution et de transport de l'énergie. Donc, vous voyez que ça, c'est un gap à combler pour notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Willy. C'était une présentation claire, très attrayante et concise. Donc, merci aussi pour l'effort qui a été fait. Et je pense que grâce à ça, l'audience perçoit bien les potentiels et les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables au Burundi. Et je pense qu'elle perçoit aussi bien les forts objectifs que vous avez et les ambitions et les efforts que vous avez commencé à mettre en place pour vraiment faire de ce secteur un secteur porteur pour le développement du pays. Avant de rentrer dans la discussion qui va animer ce panel, je voudrais donner l'occasion à nos autres panélistes de se présenter et d'expliquer qui ils sont et ce qu'ils font. Donc, je vais commencer par donner la parole à Madame Santilina. Voilà, de manière rapide mais efficace. Encore une fois, la scène est à vous. Opération séduction, comme on disait tout à l'heure. Merci Camille. Mon nom est Santiana, je suis propriétaire d'une entreprise qui opère en énergie au Burundi. Nous sommes forts d'une expérience de plus de 8 ans. Nous sommes présentement en train de faire des études de faisabilité pour des mini-grids. Nous allons aussi passer à mettre des CNI en solution solaire PV storage pour leur fonctionnement off-grid. Comme on disait, Opération Séduction, le secteur est libre et ouvert et nous vous accueillons tous pour venir faire des projets avec nous. Merci beaucoup. Un petit peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Oui, Monsieur Donat? Oui, moi c'est Donat Niyonzima, je suis chargé de développement des projets dans une société d'utilité régionale appelée Virunga Power. Notre approche d'affaires est centrée sur le partenariat avec les entreprises légalement enregistrées dans les pays où nous travaillons. Nous sommes présents au Kenya, nous sommes présents au Burundi, en Tanzanie, en Zambie et au Malawi. Nous avons d'autres portefeuilles en cours de développement dans d'autres pays de la région. Et pour le cas spécifique du Burundi, nous avons deux projets hydroélectriques totalisent une capacité totale de 10,65 MW qui sont en phase prochaine de bouclage financier et dont la construction commence cette année. Et pour le deuxième projet, c'est l'année prochaine. Nous sommes aussi en phase de développement d'un programme de distribution de l'énergie pour l'électrification des villages dans le cadre de la vision de villagisation qui est promise par le gouvernement de la République du Burundi. Merci. Merci beaucoup. Un round d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. And last but not least, Monsieur John, CMR Group. Bonjour à tous, John Okoro, je suis directeur commercial Afrique pour le groupe CMR.
pour la division solaire. CME Group a été fondé en 1959. On a 1000 employés dans le monde. On est présent dans 13 pays avec un chiffre d'affaires aux alentours de 100 millions d'euros annuels. Et on travaille au Burundi grâce à la collaboration que nous avons avec Growth Supply, et je vais revenir à ça tout à l'heure, et aussi avec Sokomadi, qui est notre partenaire local. Et au Burundi, on travaille sur des projets CNI, donc c'est des projets pour des industriels, pour diminuer leur consommation, leur coût d'électricité, et également de réduire leurs impacts de carbone. Et on travaille également avec nos partenaires, donc Growth Supply et Sokomadi, sur des projets de l'éducation rurale pour des villages, des zones, comme a dit Monsieur Chiza, des zones qui ne sont pas connectées, raccordées au réseau. Et je confirme effectivement que le Burundi est un pays dans lequel c'est très agréable de travailler, il y a un fort potentiel, et nous sommes fiers d'être à côté de nos partenaires, de travailler au Burundi et d'investir, parce qu'on apporte également l'investissement. Et c'est le deuxième pays en Afrique dans lequel on investit après le Nigeria. Merci. Merci beaucoup. Avec ces premières introductions, on comprend qu'il y a déjà des acteurs qui se sont mobilisés sur le marché burundais et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais commencer par peut-être poser des questions à nos panélistes du secteur privé sur les principales opportunités que vous voyez dans le secteur de l'accès à l'énergie, des énergies renouvelables dans le pays. Est-ce que peut-être, Santiana, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment est-ce que vous voyez les opportunités sur le marché burundais ? Au Burundi, les opportunités sont nombreuses, surtout comme le disait Willy ici. Il y a eu la loi qui a donné l'opportunité aux IPP de pouvoir venir s'installer. Par cela, je veux dire, nous avons beaucoup d'endroits qui sont un peu éloignés des infrastructures nationales qui sont soit prises en charge par l'APR ou la Régie des eaux. Et c'est des points où les investisseurs privés peuvent venir mettre des mini-réseaux, comme on en parlait même avec le groupe CMA. Et vous pouvez électrifier à ce moment-là ces endroits et vous avez des concessions, vous pouvez gérer vos réseaux pour un certain temps. Et juste pour un point de clarification, nous ne travaillons pas, KLK n'est pas juste dans l'énergie, nous sommes également dans la potabilisation de l'eau. Et ceci, c'est aussi un autre ajout qui peut être fait au niveau des infrastructures qui peuvent être mises par les privés. On peut faire également des réseaux pour l'eau, donc faire de l'assainissement et aussi, pourquoi pas, les mettre sur les énergies renouvelables. On peut faire des réseaux, par exemple, dans les champs qui sont remote. Vous mettez l'énergie, vous mettez la distribution de l'eau avec des pompes solaires. Et donc, c'est vraiment, je dirais, sky is the limit. Le pays est maintenant ouvert, il est disponible. On a le cadre institutionnel qui permet aux investisseurs privés de venir faire leurs affaires à bon escient. Merci. Est-ce que M. Donat, M. John, est-ce que vous avez des éléments à rajouter qui compléteraient Je vais centrer mon argumentaire sur deux éléments. Le premier élément centré sur le cadre légal et réglementaire qui permet aux investisseurs privés d'amener des capitaux au Burundi. À partir de 2015, nous avons eu une loi qui favorise l'investissement par le secteur privé et ainsi que le partenariat public-privé qui a été modifié en 2019. Alors, nous avons une procédure standardisée et les délais de développement des projets maintenant sont prédictibles. Et nous avons un code des investissements qui a été rénové à cet effet qui permet aux investisseurs privés de créer des entreprises au Burundi dans moins de 24 heures. Et donc, en termes de délai de développement, on peut modéliser le temps que requiert le développement d'un projet au Burundi. Et nous avons un cadre réglementaire lié aux tarifs, à la structure de tarification des projets qui permet des retours d'investissement décents pour les promoteurs privés. Et nous avons des opportunités qu'il y a des partenaires traditionnels qui sont
au Burundi qui travaillent avec le gouvernement ainsi que le secteur privé qui peuvent apporter des solutions de mitigation de risques systémiques et non systémiques dans le pays, pouvant permettre à l'investisseur privé de se sentir, de rentrer dans ses coûts durant une période réglementaire qui varie de 20 à 25 ans. Et donc, ça, c'est du côté du cadre légal et réglementaire. Du côté des projets, nous avons une volonté politique et une vision centrée sur les objectifs d'accès universel, où le gouvernement voudrait électrifier les 2911 collines ou villages, où il y a une politique de villagisation qui amène les gens à vivre ensemble pour que les projets d'électrification rurale puissent être réalisés dans le cadre des économies d'échelle subséquentes. Et nous avons alors des réformes au niveau de la loi sur l'environnement, sur le cadre de réalisation des affaires au Burundi, qui permet de créer des projets de distribution de l'énergie électrique. Par exemple, il y a des projets de carbonisation du bois. Et avec cette politique de villagisation, nous avons une capacité du réseau de production nationale qui ne permet pas de couvrir les besoins exprimés par la demande. Et donc, nous avons un gap au niveau des régions éloignées du réseau national. Alors, du point de vue aussi des documents de planification, nous avons un plan national de développement, nous avons un plan directeur qui démontre un gap de production de 500 MW. Nous avons des projets de transformation des mines au Burundi et dont vraiment la demande se profile à l'horizon qui pourra même dépasser 500 MW. Alors, les opportunités sont dans le secteur de l'agriculture où nous voudrions éviter toutes les importations qui proviennent ou limiter toutes les importations qui proviennent de la région. Il suffit et qui nous font sortir énormément de devises dans les caisses de l'État, où nous sommes en phase franchement d'industrialisation, de la transformation agroalimentaire. Il y a des projets de transport dans le secteur des chemins de fer. Il y a des projets de l'hydrogène. Et donc, nous pensons qu'il y a un gap au niveau de la production, mais aussi il y a des possibilités de solutions isolées, des productions d'énergie renouvelable distribuées et qui pourraient être interconnectées au réseau national le moment opportun. Alors, pour des projets qui sont au-delà de 5 km du réseau national, il y a des opportunités de développement des projets de microcentrales ou de mini-grids qui peuvent être plus tard interconnectés au réseau. Il a parlé des sources hydriques qui sont énormes au Burundi, mais qui peuvent être hybridisées avec les solutions solaires pour stabiliser la production. Et au moment de l'interconnexion au réseau national, ça permettra de ne pas enclencher des perturbations. Il y a énormément de choses à dire en termes d'opportunités. On peut peut-être donner à tout investisseur qui serait intéressé à venir au Burundi une certaine documentation simplifiée et nous invitons d'autres acteurs à travailler avec les acteurs qui sont en cours, avec la banque sous la coordination de la Banque mondiale, l'Union européenne. Nous avons GetInvest, il y a autres. Et donc, en tant que secteur privé, nous pensons que c'est un pays vraiment favorable à l'investissement qui se situe entre la RDC et la Tanzanie. Et donc, avec des projets régionaux, nous pensons qu'il y a franchement d'opportunités à faire au Burundi et nous vous invitons à venir le plus rapidement possible parce que le pays a une forte densité et nous avons l'opportunité de réaliser des objectifs d'accès universel en 2027. Merci. Merci beaucoup. John, Merci. quelques mots? Oui, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement au Burundi et d'ailleurs, je salue le travail qui est fait par le gouvernement. On voit que le cadre réglementaire est assez clair. Il y a différentes actions qui ont été menées par le gouvernement pour attirer les investisseurs. Et une deuxième observation, c'est que aussi les portes sont ouvertes. Donc, on a fait plusieurs missions au Burundi grâce à nos partenaires, donc Gold Supply et Sokomadi. Et quand on rencontre des membres ou des agences ou des membres du gouvernement, il y a des explications claires. Il y a aussi une vraie volonté, on observe vraiment une vraie volonté d'attirer les investisseurs. C'est un point positif parce que
Lorsqu'on investit dans un pays en tant qu'investisseur étranger ou international, on cherche effectivement d'être rassuré en fait. On cherche d'avoir confiance dans le système et également dans le processus dans le pays. Il y a également, j'appelle le Burundi un pays de coopération et c'est assez c'est impressionnant de voir le niveau de coopération par des agences internationales de coopération, différents acteurs qui jouent leur rôle dans le pays. Et je salue également le travail qui est fait par des différents acteurs comme le PNUD, comme la Banque mondiale, comme l'Union européenne, etc., comme Get Invest, comme Electrify, comme ODFI, parce que sans avoir aussi ce travail qui est fait en amont, les investisseurs arrivent sans avoir des données réelles, des données concrètes sur lesquelles on peut appuyer. Je donne juste un exemple. On a commencé à visiter, c'était en 2020, c'était en 2020 la première mission qu'on avait faite au Burundi. Je me rappelle très bien, on avait commencé avec une volonté de développer des projets de mini-réseau au Burundi. On a visité le pays, plusieurs endroits d'ailleurs. On était à Gitega, on était à côté de Kayanza, on a fait aussi sur plusieurs endroits dans le pays. Et on a remarqué que sans avoir un appui sur les données existantes, ça va être compliqué parce que au niveau de logistique, au niveau également d'implantation, etc., c'est pas une structuration facile. Il faut pouvoir appuyer sur des données réelles qui sont et concrètes qui existent. Et du coup, en se renseignant, on a découvert qu'il y a déjà du travail qui a été réalisé par la Banque mondiale, par différents acteurs au Burundi. Donc, on avait décidé pour tout ce qui est mini-réseau d'expression rurale, on va plutôt se baser sur des données existantes, sur des projets déjà développés. Et aujourd'hui, on répond à des appels d'offres, des appels à participation qui sont lancés par des partenaires comme le PNUD, par l'Union européenne, etc., avec notre partenaire Sokomadi. Donc, ça, c'est dans la partie expression rurale. Mais dans la partie CNI, on travaille aujourd'hui avec des industriels. C'est grâce aussi à une coopération avec notre partenaire local Sokomadi et Growth Supply. On a investi ensemble avec un accompagnement d'un fonds européen qui s'appelle ODFI. Et d'ailleurs, pendant la session précédente, il y a eu une explication sur comment ça fonctionne. Mais sans cette complémentarité d'investissement de la part de ODFI, on n'aurait pas décidé d'investir nous-mêmes parce qu'on va décaisser le fonds propre. On a besoin d'avoir aussi un accompagnement de la part d'un fonds, disons, concessionnel, même si ça reste commercial, mais ça nous rassure le fait que nos investissements dans le pays est plutôt rassuré de ce côté. Donc, voilà, je confirme qu'effectivement, au Burundi, il y a des opportunités. Il y a déjà du travail qui a déjà été réalisé par le gouvernement. Le cadre réglementaire est là, c'est clair. Et également, il y a aussi des agences de coopération qui travaillent tous les jours en lien avec le gouvernement et avec d'autres acteurs privés pour renforcer les systèmes et également le cadre local pour attirer les investisseurs. Et aujourd'hui, si on décide d'investir dans le pays, c'est grâce à une collaboration avec nos partenaires, mais également avec le travail qui a été fait et le fait qu'on voit vraiment la volonté de la part du gouvernement d'attirer les investisseurs et de rassurer les investissements pour engager des investissements à long terme. Parce qu'on investit sur le projet CNI, par exemple, on parle des investissements sur 15 ans, sur 20 ans. Donc, c'est un investissement à long terme. Donc, on a besoin d'être rassuré sur la pérennité de ce cadre réglementaire, également d'être assuré sur la vraie volonté du gouvernement à attirer les investisseurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est des réponses très complètes. Ce que j'entends et ce que je trouve très intéressant, je voudrais rebondir dessus, c'est la notion de collaboration et de coopération entre le secteur privé et le secteur public. Ça a été cité plusieurs fois. Monsieur Willy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne justement le secteur public? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour favoriser la collaboration et les partenariats publics-privés? Et si vous avez éventuellement quelques exemples concrets qui permettraient d'illustrer pour l'audience ce bon fonctionnement et cette bonne coopération? Tout d'abord, monsieur le secrétaire permanent nous a présenté le directeur général de la Régie des eaux qui s'occupe du milieu urbain et le directeur général de l'agence ABR, donc Agence burundaise d'électrification, qui s'occupe du milieu rural, donc là où la Régie des eaux n'atteint pas. Et à côté de cela, la direction générale de l'énergie, il s'occupe de la politique, du développement du secteur de l'énergie.
Et il travaille en étroite collaboration avec une agence ARCP, agence de réalisation de contrats de partenariat public et privé. Cette agence est basée au ministère des Finances. Et avec cette agence, collabore avec les secteurs privés. Donc, si vous désirez un contrat de partenariat public et privé, cette agence vous aide à bien préparer, à négocier, à préparer un discours ou bien une note que notre ministre va présenter au Conseil des ministres, donc, pour la finalisation, donc, pour la signature. Et à côté de cela, puisque le secteur de l'énergie interpelle les efforts du secteur privé, notre ministère dispose d'une autorité de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie. Avec cette autorité, il est là pour régler les plaintes et pour harmoniser le secteur de l'énergie en termes de tarifs du kilowattheure qu'on va vendre ou les clients de sociétés X qui est en train de développer un projet à l'intérieur du pays. Et c'est un peu ça. Et nous avons le cabinet du ministre qui coiffe tout et qui est là pour accueillir. La porte est ouverte pour accueillir un investisseur étranger qui vient ou bien local qui est intéressé pour développer le secteur de l'énergie. Il y a le cabinet du ministre, la direction générale de l'énergie, la régie des eaux, la BR, l'autorité de régulation du secteur de l'eau potable et aussi l'agence de réalisation des contrats de partenariat public et privé. Merci. Merci. Oui, bien sûr. Donat. Juste pour démontrer cette collaboration dans le cadre du partenariat public-privé, je vais peut-être vous décrire qu'est-ce qui est exigé au niveau de la loi pour bâtir un PPP au Burundi. Par exemple, sur un projet de production d'une capacité qui dépasse 1 MW, par exemple, vous avez besoin d'avoir un contrat de partenariat public-privé, vous avez besoin d'avoir un contrat d'achat d'électricité, vous avez besoin d'avoir un contrat de raccordement, vous avez besoin d'une lettre de confort de change, vous avez besoin d'une garantie gouvernementale qui garantit les paiements de l'acheteur. Et ça, ce sont les documents principaux et contractuels à signer et qui sont repris dans une procédure décrite par la loi portant modification de la loi, portant régime général des partenaires publics-privés. Alors, au niveau des procédures, la procédure commence par les avis d'opportunité ou les besoins urgents qui sont publiés dans les documents de planification nationale, les plans d'action du ministère, le plan national de développement. Et à partir de ces besoins exprimés par le gouvernement, il y a des acteurs qui interviennent pour le développement des projets. Alors, la phase des études de faisabilité est gérée au niveau du ministère en charge de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, et l'autorité de régulation ainsi que la direction générale de l'énergie coordonnent la phase des études. Et après, le processus de sélection ou d'adjudication est géré par l'ARCP qui vient de vous présenter. Et alors, ensemble, ils finalisent un contrat de partenariat public-privé qui est techniquement validé par le Comité national des PPP et ainsi que le Conseil des ministres qui valide en dernier chef. Et donc, ça, c'est au niveau des documents exigés et au niveau de la collaboration. Alors, pour le moment, il y a en moyenne, il y a deux partenariats publics-privés qui sont signés et qui démontrent cette collaboration entre le secteur privé et le secteur public qui sont signés à partir de 2015 jusqu'en 2022. Et donc, nous avons beaucoup d'autres qui sont en phase de développement. Ça veut dire que à partir du moment où le gouvernement a promulgué des lois favorisant l'investissement par le secteur privé, il y a des résultats des résultats concrets que nous pouvons vous citer. Et donc, ces 3 contrats de partenariat public-privé signés et qui sont en phase maintenant de construction. Merci. Merci beaucoup pour le complément de réponse. On parle beaucoup de l'énergie. L'énergie, c'est un outil qui doit pouvoir servir à développer des activités. On a parlé tout à l'heure du potentiel dans l'agriculture, du potentiel des activités dans l'eau aussi. Peut-être une question pour Santiana. KLK travaille
dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Comment fonctionne cette synergie et quelles opportunités potentielles pour l'énergie en lien avec l'eau? Comment ça fonctionne et comment se passe la mise en œuvre de cette synergie localement? Dans notre cas, la synergie qu'on utilise, ça c'est pour des clients privés avec lesquels on aurait fait affaire. La synergie de l'énergie avec l'eau, nous, qu'on a utilisée, c'est comme je disais un peu plus tôt, c'est lorsqu'on a été mettre des pompes solaires. Mais tant s'il y a, je me projette dans le futur, on peut avoir, parce que pour pouvoir fournir de l'eau, il faut de l'électricité. On ne peut pas, si vous avez des stations de pompage pour alimenter une ville ou autre chose, la station de pompage fonctionnera seulement si elle a de l'énergie, donc s'il y a de l'électricité. Ça, c'est la première chose à garder à l'esprit. Alors, pour les investisseurs privés, je pense, Willy me corrigera peut-être, que nous n'avons pas encore une loi qui permet l'investissement des privés au niveau de l'eau. Nous l'avons juste pour l'énergie. Mais à ce moment-là, à mon avis, ça ne devrait pas quand même poser problème. On peut toujours, parce que justement la loi des PPP ne fixait pas, il y avait la loi cadre des PPP qui faisait que pour tout secteur, vous aviez le droit de venir proposer quelque chose. Après, c'est peut-être dans l'élaboration du projet qui peut être un peu, peut-être qui doit se baser sur d'autres lois, même si la loi en soit de gestion. Il faudrait peut-être pas parler avec la régie des eaux à ce moment-là si une personne veut mettre une station de pompage ou même de la potabilisation. Mais comme je disais, peut-être Willy me corrigera, la loi est disponible. Donc pour moi, c'est vraiment de deux choses. L'énergie est nécessaire pour l'eau et l'eau est nécessaire pour tout le monde. Donc il faudrait voir comment agencer les deux. Merci. Willy, un commentaire sur la loi? Oui, c'est un commentaire sur ce que Madame Santiana vient de nous partager. Tout d'abord, il faut comprendre que la loi, en rapport avec le partenariat public et privé, c'est général. Il faut qu'il y ait des textes d'application. Et juste pour l'informer, il y a le code de l'eau et qui invite le secteur privé à s'investir. Il y a également aussi un code de l'environnement qu'il faut suivre scrupuleusement si vous voulez développer un tel projet, même si dans le secteur de l'électricité ou bien de l'énergie, mais aussi dans le secteur de l'eau. Donc, tout est là. Tous les outils sont là pour que le secteur privé puisse intervenir au Burundi. Juste un complément au niveau de la loi des PPP, c'est une loi générale qui couvre tout le secteur eau, énergie et autres, transport et autres. Donc, n'importe quel développeur du projet de l'eau peut se voir concerné par la procédure des partenariats publics-privés qui est gérée par la RCP. Et au niveau du secteur de l'eau, par rapport aux lois sectorielles, il y a un projet de loi qui a été développé qui va montrer la procédure à suivre pour ce qui doit être géré par le ministère sectoriel. Je crois qu'il n'y a pas de raison d'être effréné par un cadre légal. Il y aura toujours des gaps puisque nous sommes en phase de mondialisation, les choses changent. Il y a des bonnes pratiques que nous apprenons des autres pays et que nous mettons en œuvre. Donc, le secteur est libéralisé par une loi sectorielle et par une loi générale. Ouais, je pense qu'on a effectivement bien parlé du cadre réglementaire mis en place et de cette base qui est déjà constituée, mais qui est un processus qui est évolutif, bien évidemment. Donc voilà, le temps faisant et l'expérience faisant, les choses évoluent et s'améliorent. On a parlé des opportunités d'application, des synergies potentielles, eau, énergie, agriculture, etc. Pour des sociétés comme Virunga Power et le groupe CMR, qui sont présents dans d'autres pays et dans d'autres marchés, qu'est-ce qui a fait que le Burundi a été un marché attractif et quelles sont les raisons qui ont poussé le développement de vos activités? Peut-être John pour commencer? Oui, effectivement, aujourd'hui, CMR travaille dans plus de 10 pays en Afrique. Un peu plus lorsqu'on regarde toute l'activité du groupe, parce qu'on n'est pas seulement dans l'énergie,
ou dans l'énergie solaire. On est également on travaille dans sur des centrales hydroélectriques. On travaille également sur des systèmes de contrôle et commande pour des bateaux, pour des gros bateaux. Donc, on travaille dans plusieurs secteurs. La raison pour laquelle on travaille aujourd'hui au Burundi, c'est parce que on a vu que lorsqu'on regarde le potentiel dans la région, c'était le moment d'investir, de rentrer dans le marché burundais, effectivement. Il y avait aussi une deuxième raison, parce qu'on a remarqué que lorsqu'on regarde des acteurs présents dans d'autres pays, parce que d'ailleurs aujourd'hui je travaille dans plusieurs pays, dans une vingtaine de pays africains. Lorsque on regarde certains pays, ils sont déjà saturés par des investissements, par des investisseurs qui s'intéressent au pays. On est accompagné lorsqu'on travaille sur des projets CNI par un fonds norvégien qui nous accompagne sur nos projets. Mais lorsqu'on a parlé de l'investissement au Burundi, de monter un portefeuille de projets au Burundi, ils n'étaient pas intéressés et on a compris après, en fait, après avoir réfléchi sur la raison, c'est parce que de loin et de l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de communication. Et je pense que les efforts sont en train d'être beaucoup faits maintenant. C'est en amélioration, mais il y a 5 ans, il y a 4 ans, lorsque on veut retrouver des informations sur le Burundi, sur l'investissement, etc., c'était pas facile. Donc, en tant qu'investisseur étranger, ça explique pourquoi, lorsqu'on dit on a un projet au Burundi, on souhaite être accompagné, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui se présentent, effectivement. Donc, on a décidé avec nos partenaires, et grâce aussi à ce travail de connaissance du pays qui a été mené en lien avec nos partenaires, donc Growth Supply, comme a dit. D'ailleurs, le PDG sont là. On a décidé d'investir nous-mêmes au Burundi. Donc, au lieu d'être accompagné, parce que dans d'autres pays, on travaille avec des fonds qui nous accompagnent sur nos projets, mais là, on a dit, OK, on va développer, on va ouvrir le marché. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est la première fois qu'un acteur privé va investir dans des centrales solaires pour parler d'électricité pour les industriels. Donc, juste une petite pourcentage. On n'est pas en train de remplacer la régie des Sceaux qui fait un très bon travail. On est en train juste de faire une complémentarité avec l'électricité fournie par la régie des Sceaux pour qu'il y ait plus d'électricité à fournir dans des zones rurales lorsqu'on fait lorsqu'on fait aussi l'extension du réseau pour qu'il y ait de l'électricité à fournir. Donc, si on diminue de 15% à 30% chaque industriel, on diminue aussi les empreintes carbone parce qu'un pourcentage d'électricité au Burundi vient de sources carbone. Il y a une grosse centrale d'ailleurs thermique à Bujumbura qui fournit la plupart d'électricité à Bujumbura. Donc effectivement, il y a ce besoin. Et lorsqu'on regarde par exemple le marché kenyan, et on est présent aussi en Tanzanie, on a fait la plus grande centrale solaire à Zanzibar. On vient de débuter une construction d'une centrale au Ghana pour le groupe Barry Callebaut. On a plusieurs projets en Tunisie, plusieurs projets au Nigeria en exécution, plusieurs projets également au Kenya, plusieurs projets en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans plusieurs pays. Mais au Burundi, on décide d'investir pour ouvrir le marché, pour aussi attirer d'autres acteurs, parce que le Burundi va évoluer rapidement. Il y aura des industriels qui s'installent, parce que dans la région, il y a de potentiel. Le Burundi peut être aussi la porte envers d'autres pays. Donc, nous, aujourd'hui, on ne travaille pas dans le cadre de PPP, mais effectivement, on profite du cadre réglementaire pour des investisseurs pour investir dans le pays. Mais ce qu'on fait, c'est purement commercial. Donc, c'est une structuration qui est complexe, qui est lourde. Il faut s'assurer que l'investissement qui est fait est remonté. Donc, parce qu'on est une entreprise française, une entreprise européenne, on souhaite également pouvoir remonter le capital qui est investi dans le pays. Donc, du coup, c'est une structuration assez complexe avec des acteurs à nos côtés, comme nos partenaires Growth Supply et aussi ODFI. C'est la première fois que cette opération est faite et on espère que ce n'est pas la dernière fois parce qu'on souhaite qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent dans le pays grâce au travail qu'on aurait fait. Et je confirme que jusqu'à présent, les processus ont été clairement expliqués. On avance sur la structuration de cette opération. C'est depuis 2 ans qu'on y travaille, c'est tous les jours. Mais ça avance pas mal. On voit aussi que les clients sont ouverts et on voit également que le gouvernement et aussi les agences gouvernementales sont également très accueillants. Ils partagent des informations. Mais effectivement, de l'extérieur, si on souhaite travailler au Burundi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le bon partenaire. Parce que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui dans la démarche qu'on a au Burundi.
parce que trouver les informations depuis l'extérieur n'est pas si évident. Donc, il faut un très bon partenaire qui ouvre les portes et qui aussi apporte aussi son savoir-faire local, la maîtrise des processus locaux et aussi sa capacité, sa connaissance du pays, et qui travaille avec aussi l'expertise qui est apportée par l'investisseur et l'investissement également, un co-investissement pour mettre en place des projets. Et je pense que ça, c'est un exemple qui peut être un très bon exemple pour le Burundi dans le cadre de l'investissement dans le solaire, pour attirer d'autres investisseurs, parce que le Kenya est bien, quand on regarde le projet CNI, il y a eu des millions d'investissements dans le pays. Lorsqu'on regarde par exemple le Nigeria, c'est le plus gros marché de CNI. Voilà. Donc aujourd'hui, le Burundi, ça va commencer et on est fiers d'être avec nos partenaires et le premier de le faire, mais on ne veut pas être le dernier. On souhaite qu'il y ait d'autres acteurs qui nous accompagnent, qui nous rejoignent en fait dans cet investissement. Merci. Merci. Donna, un petit mot sur le sujet? Oui, pardon. Monsieur Selemani. Oui, et c'est par rapport à la question soulevée par madame en rapport avec la loi sur l'eau et l'assainissement. Et au niveau du ministère, nous avons la Direction générale d'eau potable et assainissement. Il y a une loi qui est en cours d'élaboration et qui sera bientôt soumise au niveau du Conseil des ministres pour adoption. Nous avons aussi invité les privés et la société civile ainsi que les cadres des ministères. Ils sont en train de travailler sur cette loi. Donc, ne vous inquiétez pas. Espérons que d'ici peu, donc vous allez travailler dans de bonnes conditions. Et puis, je tiens aussi à vous informer pour la bonne coopération avec les partenaires. Et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui-même, il a déjà décidé qu'il doit chaque fois organiser une fois l'année une table ronde avec les partenaires. Et nos partenaires financiers des secteurs privés, d'abord, il a déjà commencé. C'est une recommandation même au niveau de tous les ministères où nous devrons organiser des réunions trimestrielles avec les partenaires pour échanger sur, faire l'évaluation et échanger sur les défis et au niveau peut-être des partenaires. Et au niveau du ministère, à titre d'information, nous avons déjà créé des groupes sectoriels où on doit se retrouver avec tous les partenaires et du secteur privé, société civile, chaque mois. Et nous sommes avec Idrissa Dipnid. D'ailleurs, c'est moi le président, chef de file adjoint de la Banque mondiale et le PNID pour le secteur de l'énergie. Et pour le secteur de l'eau, je viens de recevoir aussi Daniel de l'UNICEF et l'Union européenne. Et je pense que d'ici un mois, nous allons aussi créer un groupe sectoriel dans l'eau où on doit chaque fois faire une planification conjointe et échanger tout ce qui est défi. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a déjà un engagement au niveau du gouvernement. Et tous les 3 mois, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lui aussi, il doit rencontrer tous les partenaires. Donc, vous voyez que c'est bien organisé cette fois-ci au niveau du Burundi. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes en tant que partenaire, n'hésitez pas, puisqu'on doit faire les débats ouverts. C'est presque toute la journée où le président doit aussi organiser une réception à l'endroit de tous les partenaires. Donc, si vous avez des défis, vous êtes devant le président, vous êtes devant le premier ministre, où tous les ministres sont là pour s'expliquer. Donc, vous voyez que le partenariat, la coopération, c'est bon. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je vais rebondir sur ce sujet et sur cette coopération, encore une fois, avec les partenaires financiers. Chers panélistes, si vous aviez des messages à faire passer ou des recommandations à faire passer aux partenaires financiers, mais quelles seraient-elles, Santiana? Les messages clés. Venez. Ça mérite d'être clair. Oui, écoutez, quels sont les besoins? Quels types de partenaires financiers, de partenariats financiers, par exemple, vous recherchez? Bon, je vais parler de moi en tant qu'investisseur local au Burundi. Pour ma part, nous avons besoin de financiers qui viennent nous aider sur 2 axes. Le premier axe étant les fonds en soi,
liquide, mais aussi sur le problème des devises que nous pouvons avoir à un certain moment. Par exemple, lorsque nous prenons des dettes, nous les prenons en forex, En devises étrangères. en devises étrangères. Alors, nous avons besoin de certains mécanismes qui vont nous aider à supporter le change lorsque nous subissons des chocs d'évaluation par rapport au dollar américain. Donc ça, c'est l'une des choses qui doit être prise en considération quand les partenaires financiers viennent. Mais je voudrais aussi dire que nous n'avons pas juste besoin des partenaires financiers. Il nous faudrait aussi des partenaires qui nous amènent la technique que nous n'avons pas. Avec tout le bon vouloir que nous avons, il y a certaines technologies auxquelles nous n'avons pas accès ou que nous ne connaissons pas. Donc, généralement, le partenaire qui vient avec nous renforce les capacités et serait capable de nous fournir les fonds pour nous aider à réaliser les projets. Bon, bien sûr, avec des projets qui sont bancables, mais ça va rentrer encore une fois au niveau du fait qu'ils nous donnent les capacités pour voir qu'effectivement les projets que nous présentons sont bancables. Et voilà. Donc, ce serait vraiment aux financiers, si vous êtes là, hein, venez. Bon, on va leur demander tout de suite. Quelle est la composition de l'audience? Est-ce qu'on a des financiers ou des investisseurs dans la salle? Ne soyez pas timides. Oui, merci. Qui d'autre? Quelques mains au fond de la salle? Deux partenaires financiers présents? Pas plus? 3, ben voilà. Quand il y en a 1, 2, 3 qui prennent le courage de lever la main, on en voit d'autres apparaître. Un 4e, un 5e, non? Comment? Ah, mais il y en a en ligne, mais il y en a. Oui, mais alors malheureusement, ils ne peuvent pas s'exprimer pour se faire connaître. Bon, en tout cas, quelques partenaires qui sont présents. J'espère que le message est bien passé. Je crois comprendre que ça, c'est un message qui est relativement bien partagé par l'ensemble des marchés africains, je pense, et par l'ensemble des partenaires du secteur privé. Et je pense aussi du secteur public, mais on va demander son avis à Monsieur Willy. C'est effectivement donc un besoin en financement, des financements qui sont aussi adaptés, cohérent avec la nature du marché et les activités concrètes, mais aussi un besoin d'assistance technique. Donc pas uniquement du financement, on veut dire un financement accompagné d'une assistance technique et d'une compréhension des problématiques du quotidien. C'est ça qui est le message. J'espère que le message est bien clair, n'est-ce pas? Je vois des têtes qui hochent et des grands sourires. Je pense que c'est bien compris. Monsieur Willy, est-ce qu'il y a un avis du secteur public sur le sujet? Quel serait votre message clair, concis et efficace à faire passer auprès des partenaires financiers ou techniques d'ailleurs? Je sais pas, je vais commencer puis lui remettre le micro. Nous avons, le gouvernement ou au Burundi, de manière générale, a un objectif ambitieux de faire passer le taux d'accès à l'électricité de 11% à au moins 30% en 2030. Mais avec la coordination de la Banque mondiale, il y a un groupe de travail qui est vraiment opérationnel et nous, la nouvelle vision est de réaliser 50% du taux d'accès à l'électricité en 2027. Donc, c'est vraiment un objectif ambitieux qui requiert le concours de tout le monde. Nous savons que les projets de production d'énergie, de distribution, de densification, de distribution ne peuvent pas tout réaliser tout en un laps de temps. Nous avons l'opportunité d'investissement dans le distributed renewable energy qui peuvent faire le scaling up au réseau national. Plus tard, c'est vraiment l'approche, c'est de commencer vers les régions éloignées du réseau et faire approcher vers le réseau. Et puis, du côté de la Société nationale d'électricité, de partir des régions urbaines pour que les deux approches puissent se rejoindre quelque part et qu'on ait vraiment qu'on réalise cet objectif ambitieux. Donc, alors, les opportunités sont dans l'hydro, dans le solaire, dans les autres solutions de consommation de l'énergie. Le gouvernement est en phase de mise à jour des objectifs de modélisation tarifaire
pour qu'ils puissent refléter la réalité socio-économique et permettre de créer aussi d'autres incitatifs aux utilisateurs, aux développeurs de projets C&I et d'autres distributeurs de renewable energy. Donc, le message est clair. Venons au Burundi pour nous aider à réaliser cet objectif ambitieux. Merci beaucoup, M. Donna. Juste, le mot que je vais vous donner, c'est très simple. Le Burundi, on a ouvert la porte. Et pourquoi? Parce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a proclamé, qu'il veut que le Burundi soit électrifié jusqu'à un taux de 100% en 2027. Alors, pour arriver à ce gap, il y a le concours du secteur privé, il y a le concours du secteur public et des partenaires au développement. Donc, ceux qui sont ici à l'audience, ils sont invités à venir au Burundi, à travailler au Burundi. Nous sommes là, et je lui ai dit, le secrétaire permanent a dit, le secteur privé qui est vraiment au Burundi, tous les outils sont en place pour qu'on puisse démarrer ensemble. Merci. Merci beaucoup. Juste avant de faire interagir avec l'audience, je voudrais juste donner la parole à l'opportunité à John de compléter ou de dire un mot. Puis après, on va passer à... Merci. Je vais juste dire quelque chose juste rapidement. J'aimerais encourager les acteurs qui travaillent aujourd'hui au Burundi dans le renforcement de capacités de continuer. C'est très important. Comme je pense à Get Invest, par exemple, la formation qui est donnée et le renforcement de capacités est fondamental pour la croissance du secteur. Parce que le Burundi est aujourd'hui au début du secteur, au commencement du secteur solaire. Je donne juste un exemple. J'ai commencé à travailler à Zanzibar il y a bientôt 10 ans. Il n'y avait pas de cadre réglementaire pour le solaire, etc. À l'époque, c'était assez vierge. Et il y avait des projets par la suite qui ont été développés par des acteurs, des corporations internationaux. Et ensuite, il y a eu une université qui a été créée, donc un programme de renforcement de capacité dans l'énergie renouvelable qui a été créé à Karume Institute of Science and Technology pour renforcer la capacité, pour former les techniciens, pour former les ingénieurs, etc. Il y a eu des programmes de l'Union européenne pour trouver des ressources. Il y a eu des installations, des différents masts, des équipements pour récupérer les informations sur l'irradiation, par exemple, sur la vitesse de vent, etc. Il y a eu la Banque mondiale par la suite qui est venue, mais tout ce travail de fond qui a été commencé a fait qu'aujourd'hui, les investisseurs qui viennent à Zanzibar ont déjà une base sur laquelle travailler. Par exemple, nous, en tant que CMA Group, aujourd'hui à Zanzibar, on a recruté un Zanzibari qui a été formé grâce au programme de formation de renouvelable à Karume Institute of Science and Technology. Donc aujourd'hui, si on évolue à Zanzibar, c'est aussi grâce à ce travail de fond qui a commencé il y a longtemps. Quand on regarde le marché du Kenya, c'est aussi grâce au travail sur le renforcement de capacité. Aujourd'hui, les meilleures universités dans la formation dans le renouvelable se trouvent la plupart au Kenya. Par exemple, je pense à Strathmore University, Strathmore Energy Research Center, etc. Donc la formation est très importante parce que lorsqu'on investit dans le solaire, ce sont des actifs qui s'étalent sur plusieurs années. 15 ans, 20 ans, il faut avoir la maintenance, il faut avoir une équipe locale expérimentée. Donc, je vais encourager les acteurs de continuer dans la formation, renforcement de capacité, les acteurs locaux aussi, de s'investir à ça, en fait. C'est très important de monter en compétences, de monter en savoir-faire, parce que lorsque le marché continue à prendre emploi et croissance, il faut des gens expérimentés qui puissent aussi travailler avec des entreprises, travailler sur des projets pour s'assurer que l'investissement qui est fait rapporte de la valeur. Et c'est ce que je voulais juste ajouter en disant que continuer à investir dans la capacité, la compétence. Et nous, en tant que CMA, on est prêt à accompagner des universités locales, accompagner d'autres acteurs, parce qu'on le fait déjà à Zanzibar, on investit pas mal à renforcer la capacité de Karume Institute of Science and Technology. On le fait au Nigeria, on a fait au Kenya. Donc, on souhaite continuer dans ce sens parce que sans cela, on aura des investissements, mais qui ne vont pas rapporter ce qui a été imaginé. Et du coup, les investisseurs vont fuir, ils ne vont pas revenir si jamais on voit que
au fil et à mesure du temps, il y a une dégradation de l'investissement. Donc, continuons à investir dans la capacité. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des bras qui s'agitent dans l'audience pour poser des questions ou intervenir. Je vais donner la parole. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? On a des bras tendus. Tendez bien la main. Ah, merci. Merci, merci. Merci beaucoup, Willy. Merci à tous. En fait, moi, c'est une intervention que je vais faire, en fait, un message en fait, qui est relié aux investissements qui sont à l'appel à investissement qui est en train d'être fait sur le Burundi. Je peux juste demander de vous présenter. Pardon, ah, merci. je ne me suis pas présenté, pardon. Moi, je suis Evra Yarimana, donc je suis le président de Growth Supply. Donc, c'est un cabinet qui est basé à Paris, qui accompagne les investissements donc sur l'Afrique. En l'occurrence, on travaille sur le Burundi et d'autres pays aussi également. Donc, on lève des financements et on co-investit aussi. Alors, je co-investis justement donc avec le groupe CMR sur le projet des centrales solaires qui sont destinées aux industriels au Burundi. Mon intervention en fait consiste en fait à un appel au gouvernement. Donc, je vois qu'on a la chance d'avoir des personnes qui représentent le gouvernement, dont le secrétaire permanent du ministre et le directeur des énergies renouvelables. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont un peu d'un côté politique. Je pense que c'est les deux, si je ne me trompe pas. Alors, des régies des eaux, pardon, excusez-moi. Toutes mes excuses. Oui, voilà. Donc, je reviens sur la partie d'appel aux investisseurs. Déjà, je salue vraiment l'effort qui est fait par le gouvernement du président ainsi que toute l'équipe qui les accompagne. Vraiment, c'est un travail formidable, très formidable, qui est vraiment apprécié et de l'intérieur et de l'extérieur du pays, qui aujourd'hui nous a permis quand même de finir ce closing qui n'était pas évident, comme John vous l'a dit. On a dû faire beaucoup de... pour assurer les investisseurs, c'est pas juste les mots, mais vraiment c'est des garanties. Hein. Donc, il a fallu que nous investissions nous-mêmes. Normalement, moi, en tant que cabinet de conseil, mon job, c'est pas d'investir, c'est de mobiliser les investissements. Donc, quand l'investisseur n'est pas rassuré, je dois m'impliquer pour qu'il soit rassuré lui-même. Donc, nous sommes en train de finir ce closing, mais pour que les choses puissent continuer, il y a une chose vraiment qu'il faut que le gouvernement fasse aujourd'hui. Nous avons en face de nous des investisseurs qui sont des entrepreneurs, pardon, qui sont très ambitieux et qui sont en train de faire des choses formidables, mais aujourd'hui, ils sont à la recherche des financements. Alors, le blocage qu'il y a, l'appel que je fais vraiment l'investissement, mais ça va vraiment se passer au niveau du haut. Aujourd'hui, pour qu'un investisseur puisse venir au Burundi, il a besoin des garanties. On est en train de faire beaucoup d'investissements sur le Burundi, sur l'hydraulique, sur le solaire, etc. Demain, on va faire le transport. Ça va être beaucoup de millions de dollars qui vont être investis sur le Burundi. On va faire appel à ce qu'on appelle des PPP, des investisseurs étrangers, etc. Mais il faut savoir que si on veut que la finalité, l'utilisateur final, puisse l'utiliser vraiment avec un coût qui n'est pas élevé, c'est-à-dire qu'on puisse acheter à moins cher. Aujourd'hui, les investissements qui vont se faire au Burundi vont être émis sur des garanties énormes, sur des garanties qui vont se répercuter sur la vente. Les fonds d'investissement qui vont venir, je pense qu'il le connaît, s'il est en train de mettre des PPP, tout le monde doit être rassuré. Donc, mon point de vue est que le gouvernement qui est en train de faire des choses formidables puisse travailler sur la note du pays. J'insiste beaucoup. Le scoring du pays est plus qu'important parce que c'est ça. Aujourd'hui, on parle des importations, des choses vraiment qui sont très basiques et des investissements. Quand on parle d'un fonds d'investissement, tout de suite, il va regarder, c'est pas sur Internet qu'il regarde, mais il regarde sur des informations financières qui sont détenues par des maisons de notation. Tout de suite, c'est un no-go pour la plupart. Et pour ceux qui aillent, ils demandent des garanties et ces garanties sont coûteuses. C'est un pourcentage du montant investi. Donc, et qui paye à la fin? Bien évidemment, les investisseurs y viennent d'une façon ou d'une autre, mais ça revient à qui? Au Burundais, à l'utilisateur final. Donc, vraiment, je laisse un appel aux représentants donc, de gouvernement pour que, en plus du travail formidable qu'ils sont en train de faire, qu'ils travaillent sur ce point. Donc, je pourrais aider à faire ça, mais c'est le travail de tout le monde. C'est le travail et donc
de ceux qui sont en train de travailler, des chefs d'entreprise qui sont ici, des membres du gouvernement. Et je pense que c'est pas très compliqué, mais il faut juste faire remonter ce qui est en train de se faire ici au Burundi, parce que c'est très important. Il y a plein de choses qui sont en train de changer et les gens ne sont pas informés. Les gens comme la COFAS, les gens qui ont ces maisons de notation pays qui attribuent des notes, ils ne sont pas vraiment informés. On doit nous-mêmes faire la promotion, aller dire, remonter manuellement l'information pour qu'on puisse être accepté. Mais si ça arrive à être fait et que tout investisseur qui s'intéresse au Burundi puisse avoir la bonne information. John le dit, ils ne sont pas le groupe CMR, je ne les aurais pas motivés, par exemple, c'est un cas d'exemple, hein, comme d'autres choses. S'ils sont limités à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent sur les plateformes de notation, personne ne mettrait le pied ici. Alors qu'une fois qu'ils sont ici, personne n'a envie de partir. Donc, il y a quelque chose vraiment qu'il faut qu'on remonte. Voilà. Donc, Merci mon beaucoup. appel, c'est ça. Donc, je pense que ça arrivera à bon entendeur. Je vous Merci remercie. beaucoup. Merci beaucoup pour ce message bien clair. Je pense que c'est passé. Je vois les têtes qui hochent aussi. Merci. Dans un souci de temps, c'est une discussion qui est très, très passionnante et on pourrait rester toute l'après-midi ensemble pour discuter du sujet burundais. Malheureusement, les estomacs s'affament. Il est bientôt temps d'aller déjeuner. Je voudrais juste peut-être prendre une ou deux dernières questions très rapidement. Oui. Alors, dans un souci d'efficacité, juste si vous pouvez vous présenter et être assez rapide sur la question pour qu'on puisse laisser éventuellement le temps aux panélistes de répondre. Oui, bonjour tout le monde. On m'entend pas, je crois. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est parfait. Je pense que je vais résoudre la question comme ça, le C'est problème surfait, comme les ça. micros. Je suis Dr Idriss Beksi. Je suis conseiller technique en énergie et en environnement au PNUD et nous avons le plaisir de travailler. On va y arriver. Alors, sinon, vous pouvez me rejoindre sur scène. Hein. Alors, je disais que je suis Idriss Beksi. Toujours pas de chance, hein, donc je continue. Vous m'entendez voilà, très bien. Alors, je suis Idriss s'entend. Beksi. C'est la troisième fois que je redis cette affaire-là. Je suis conseiller technique en énergie et en changement climatique au PNUD et nous sommes très heureux d'être présents au Burundi. Et pour dire que l'environnement est très favorable. Nous avions organisé l'année dernière une réflexion sur la discussion public partnership. Qu'est-ce qu'on en fait et quels sont les différents acteurs qui sont présents et comment on interagit un peu. Et c'est une réflexion qui a duré une journée. Et il en ressort que le secteur de l'énergie est le premier secteur dans lequel les premiers PPP sont signés. C'est pour montrer la volonté du gouvernement sur ça, sur l'accès universel. Le deuxième point, c'est que le cadre est suffisamment étoffé et pour vous permettre de venir, mais également le PNUD déploie plus de 13 000 réseaux dans le milieu rural avec certaines capacités. Donc c'est aussi une expérience pour vous de venir discuter par rapport au cadre, par rapport au coût des kilowattheures, par rapport à l'accès, par rapport aux différents challenges qu'on rencontre dans le milieu le plus reculé et dans ce sens-là. Et en dernier, je vais finir, justement enfin, on dit, c'est que le Burundi a rejoint très récemment African Mini Grid Programme. C'est un programme international qui se situe au niveau de l'ambition du PNUD, 27 pays. Et le Burundi a rejoint en 25 juin. C'est censé, nous comptons mobiliser plus d'une dizaine de millions de dollars en plus pour rejoindre, pour permettre à ceux qui n'ont pas accès à l'énergie, et j'aime pas dire uniquement l'énergie, parce que l'énergie doit être faite pour quelque chose, n'est-ce pas, et pour améliorer la vie locale de communauté. Voilà, et donc nous sommes présents également dans cette réflexion-là. Venez au Burundi, c'est un très beau pays, et venez nous voir si vous avez besoin de quoi que ce soit comme information. Donc, merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir partagé ces informations et ravi de voir que le PNUD est actif dans le pays. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question à prendre? Good afternoon. My name is Komisar Ramsiwa from Dar es Salaam Institute of Technology here in Dar es Salaam, Tanzania. I just
know how the government is prepared in terms of training the technicians, engineers, where the renewable energy industries technologies is concerned. For example, the curriculum for renewable energy programs at their learning institutions, starting from universities, Institute of Technologies, and vocational trainings. We in Tanzania, we have to let you know that we are having those CVs in place. As mentioned, I've had the plea to private companies to also involve the component of capacity buildings. I think as an East African bloc, now we can help one another by sharing expertise, offering trainings, from starting the developing the curriculums, you can contact our government, I think, with those bodies which are responsible with the civics, NAC, I think, and get the help and expertise to work together with our colleagues in Burundi. Thank you very much. Okay. Thank you very much. And already new partnerships emerging. That's very quick. C'est juste une information que je voulais partager avec ma sœur de la Tanzanie. C'est que au niveau du projet Soleil Nyakiriza plutôt, qui est financé par la Banque mondiale, on envisage de développer un programme de formation pour le genre féminin. Ça sera un programme qui va financer 40 filles. Donc, je pense qu'au moment de la préparation ou du lancement au niveau sur le site, donc la publication, vous serez contacté, votre institut sera contacté pour participer avec les autres universités. Ça sera un programme de licence, de master et de doctorat, justement pour inciter les filles à embrasser le secteur de l'énergie. Merci. Merci beaucoup. Belle initiative. Juste dire rapidement quelque chose sur la partie formation, and maybe if I could switch to English so it's maybe faster for you. I think what you know is what gives an edge, and we always say this: knowledge is power, right? What you know is what gives an edge, and that's why it's called knowledge. This is something we say sometimes. One of the things we've observed is when you look at Africa, most of the countries that are growing when it comes to renewable energy are countries that are investing in education. So training, formation, as we say in French, training and capacity building is extremely important, extrêmement important. And if as a country, or if as as an enclave, we don't invest in education and training, it's not going to attract long-term investors in the long run. It's extremely important. So what we're doing is, wherever we are working in, we're also encouraging and working with institutions to strengthen capacity. And this is going to make a difference in the long run. And if you look at, I've been working on the continent in many countries for a long time, and many of the countries that are making progress today are countries that have invested significantly many years ago in education. And I talk about the case of Kenya. Is practically that. There's a training programs. For you to even work in renewable energy, you have to have some form of training certification. Is the case in Ghana. It's the case in Tunisia. It's the case in a couple of countries that have invested significantly in terms of training and education, where there's a clear pathway of collaboration between the private sector and the educational institution. So we're happy to support any way we can, because we need qualified technicians and engineers to work with us on our projects. And obviously, we don't want to send engineers from France or from all around to do projects at home. And that's what we're doing with our partner, Sokomadi. We're encouraging them to also invest a lot in training, education, reinforcement of capacity in solar technologies, so that they can do everything locally, and we can just support as technical partners, engineers, and bringing financing and also supporting reinforcing capacity. Thank you. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Donat. I think he asked for like a specific query to
to come into a partnership with Burundi stakeholders when it comes to maintenance or developing the curricula and trainings, capacity building. I think you can just come in touch with Willie and then just develop this kind of partnership. Can be really a need, is kind of gap, perceived gap to ensure the sustainability of any investment that is coming in the country. Merci beaucoup. Je pense de toute manière que la discussion a été lancée aujourd'hui, mais elle va bien sûr continuer. Tout ne s'arrête pas maintenant. Je vous invite tous à échanger à la fin de cette discussion et pendant les quelques jours où on est tous présents ensemble à cet événement EAIF. Donc, pour conclure, parce que je pense que le temps nous est compté maintenant, je vous remercie infiniment, panélistes, pour toutes vos interventions, vos riches interventions et vos commentaires. Je remercie aussi l'audience d'avoir participé et pour les messages qui ont été passés. Je vous laisse éventuellement 30 secondes chacun, panélistes, pour éventuellement partager un dernier mot ou un dernier message pour nos auditeurs. Santiana ? Venez. C'est bon. Merci pour ça, Camille. Mon mot de clôture pour les gens qui sont présents ici, c'est juste réitérer encore une fois que le secteur privé au Burundi existe, il est ouvert. Nous vous attendons à bras ouverts pour que vous veniez nous épauler afin que nous puissions aider le Burundi à progresser et à rentrer pleinement dans ce siècle où nous sommes. Pour moi, c'est un message qui est clair. Pour produire de l'énergie, tout le monde sait que la production de l'énergie, c'est une menace pour l'environnement. Il faut produire l'énergie tout en protégeant l'environnement. Donc, c'est juste pour vous inviter que le Burundi a mis en avant le développement du secteur des énergies renouvelables, qui est moins offensant sur le secteur énergie. Je pense que nous avons réussi à convaincre les indécis à venir au Burundi. Ceux qui disposaient d'une certaine aversion au risque, nous avons des instruments de mitigation de risque qui sont en cours de développement. Le risque perçu n'est plus opportun. Allons-y et nous avons un développement durable qui ne laisse personne derrière. Merci. J'observe que le Burundi est ouvert et le Burundi est le plus beau pays, l'un des plus beaux pays que j'ai jamais visité. Franchement, c'est un pays magnifique avec des paysages assez chouettes. Donc, et j'en ai visité plusieurs. Donc, le Burundi en Afrique est ouvert et il faut trouver les bons partenaires. Ça, c'est fondamental pour nous ici au Burundi. D'après notre expérience, il faut avoir les bons partenaires. Mais le gouvernement a mis déjà, est en train de travailler sur plusieurs axes d'amélioration du cadre réglementaire, etc. Il y a déjà un travail qui a été fait, il y a des textes qui existent, il y a des documents qui existent. On a été impressionné même par le contenu de certains de ces textes qui a été très bien rédigé. Il y a des agences de coopération internationales qui travaillent dans le pays, les différents acteurs. Donc, il y a déjà l'environnement qui est assez accueillant à l'investissement, à des investisseurs. Donc, venez investir au Burundi, visiter, manger du poisson du lac, c'est très, très bon. Et visiter le pays, investir au Burundi. Le Burundi est un pays ouvert. Merci beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis conquise. Merci à tous. Avant de se quitter, je rappelle juste la journée burundaise des énergies renouvelables qui se tiendra début octobre, comme ça a été mentionné. Soyez nombreux, soyez présents, venez, en partenariat avec Gaieté Invest, l'ARE et Burea, si je ne me trompe pas. Voilà, donc toutes les informations sont disponibles auprès de nos collègues burundais, donc n'hésitez pas à les contacter. Je vous demande de bien applaudir nos panélistes. Merci à tous et bon appétit.